Démission ou renonciation, lequel de ces mots sied le plus pour évoquer le départ presque inattendu de Monseigneur Simon-Victor Tonye-Bakot de l'archidiocèse de Yaoundé. Quoi qu'il en soit, la presse s'est accordée à dire que le journaliste enseignant et prélat a été rattrapé par ses frasques au point où la présidence de la République aurait joué sa partition dans ce qu'elle qualifie elle-même de démission anticipée. Elle s'est, selon toute vraisemblance, réjouie de ce que les informations contenues dans ces lignes, à savoir braderie, affairisme, tribalisme, malgouvernance et business et des mots j'en passe, se sont révélées comme des faits ayant contribué à la chute du prélat de son rang d'archevêque. Comment comprendre cette posture de la presse, surtout au regard de ce qu'aucune raison officielle n'a été avancée pour justifier la renonciation de Monseigneur Victor Tonye-Bakot? Rome aurait-il sacrifié le prélat sur l'autel d'un besoin de crédibilité pour l'Église catholique, comme l'affirme la Nouvelle Expression? D'autre part, faut-il admettre que Elekam a été désavoué? Le Conseil électoral a été sommé par la Cour suprême de recevoir les dossiers de l'Union des mouvements socialistes de Pierre Kouemou. En attendant, les listes des candidats aux législatives et aux municipales ont été publiées cette fin de semaine par Elekam. Et selon le messager, Paul Biya est resté plutôt sourd aux cris, aux appels, aux pétitions et aux contestations des militants de la base. Est-ce vraiment le cas au lendemain de cette publication des listes par élection de Cameroun? Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à Droit de réponse, édition de ce dimanche. Nous sommes ravis d'être en votre compagnie. Et comme tous les dimanches, acteurs de la société civile, en politique, journalistes tentent de questionner le traitement de la semaine, de l'actualité de la semaine effectuée par la presse. Merci donc d'être au rendez-vous. Et ce dimanche, nous avons pris rendez-vous avec quelques hommes, que ce soit des journalistes, des hommes politiques ou encore des acteurs de la société civile qui vont s'exprimer, débattre et surtout analyser dans la plus courtoisie les deux sujets retenus cette semaine pour cette émission. Nous avons donc sur ce plateau Hervé Boulet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, on va dire, membre de la société civile, mais on note également que vous avez travaillé il y a quelques années de cela au sein de l'Observatoire national des élections. Bien entendu. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Également ce dimanche, Dominique Njomkam. Bonjour Dominique. Vous êtes de la société civile aussi, mais je fais quand même remarquer que vous avez beaucoup travaillé dans les arcanes de l'Église catholique au Cameroun. Évidemment, jusqu'à 8 mois, j'étais gestionnaire de projet à l'archidiocèse de Douala. Et donc, avez-vous, on peut tenter de comprendre exactement ce qui se passe à l'Église catholique. On y reviendra dans un instant. Le temps de dire bonjour à Louis-Noé Bengan. Bonjour Louis-Noé. Bonjour Sandrine. Vous êtes journaliste, vous travaillez pour le quotidien L'Actu, vous êtes également militant de l'UPC. Tout à fait, je suis militant de l'UPC et je suis même candidat pour prendre la mairie de Pouma, donc je ne le cache jamais. Donc, je suis également journaliste. Quand le devoir journaliste m'appelle, j'essaie d'être objectif dans le traitement de l'information. Merci à vous d'être là et justement on verra comment la presse a traité de l'actualité cette semaine, que ce soit à la fois pour les législatives et les municipales, mais aussi pour une autre question religieuse, la démission ou la renonciation de Monseigneur Victor Tonye-Bakot. Et enfin, Edouard Fauchivé, bonjour. Bonjour Sandra. Vous êtes, je ne vais pas dire homme d'affaires, mais vous l'êtes quand même. Mais vous êtes surtout militant du RDPC. Je crois militant du RDPC, oui. Pourquoi vous dites vous croyez? Oui, je crois que je suis militant du RDPC. Voilà, nous savons jusqu'ici que vous êtes conseiller municipal. Sortant. Sortant, voilà. De Douala 12e, secrétaire de la section RDPC. Très bien. Avec vous, on va tenter de comprendre si la presse a eu raison de dire que après la publication des listes, ou plutôt Paul Biya est resté sourd aux pétitions et aux autres contestations. Eh bien, ce dimanche, nous n'aurons malheureusement pas la revue de presse et on y va tout de suite avec le premier sujet de ce dimanche. On va évoquer ensemble la renonciation, plutôt la démission de Monseigneur Tonye-Bakot. Alors, Dominique Njomkam, on devrait parler de démission ou de renonciation à la presse. Apparemment, on n'a pas pu utiliser le bon mot qu'il faut. On a pu le remarquer avec mutation qui parle de Monseigneur Tonye-Bakot renonce à sa charge. On a vu des journaux également estimer que la messe est dite. Et dans les colonnes, on voit qu'il parle de démission. En fait, que l'on prenne par le bas ou par le haut, on a abouti à une seule chose. C'est que l'archevêque de Yaoundé n'est plus à son poste. Bon, maintenant, les subtilités de langage
Ça, c'est la presse est de me dire. Sauf que dans le jargon de l'église, on dit l'évêque, enfin, ou l'ordinaire des lieux, a renoncé. Voilà. Donc, toutefois, une renonciation peut être prise de façon péjorative, alors comme une démission. Alors on peut dire qu'il n'y a pas de différence réelle ou claire entre ces deux vocats. Bien sûr, bien Cela sûr. veut dire la même chose. Cela veut dire pratiquement la même chose. Et donc, Louis Noé Bengan, la presse a donc raison de dire que Monseigneur Victor Tonyeba-Cotte a démissionné. Tout à fait. La presse a eu raison de telle manière qu'elle a fait d'ailleurs intervenir les spécialistes du droit canon qui sont pour certains à l'Université catholique d'Afrique centrale, pour d'autres dans d'autres institutions. Donc, il fallait comprendre, effectivement, comme l'a dit mon prédécesseur, si ces deux termes signifiaient la même chose. Bon, le journaliste lui-même n'est pas un spécialiste, il a fait appeler le spécialiste et nous avons donc conclu de manière, je dirais, unanime dans la presse qu'il s'agissait bien d'une démission parce qu'il fallait utiliser le terme que tout le monde connaît. Vous n'avez pas l'impression que la presse s'est beaucoup attardée sur ce qu'elle avait relevé quelques mois plus tôt pour parler justement de démission? La presse qui a parlé de frasques, qui a parlé de braderie des terres du côté de Volier et de bien d'autres choses encore, les affairismes et le tribalisme également à l'Université catholique. Vous savez, la lettre officielle de Monseigneur Tonyeba-Cotte n'est pas rendue publique. Bon, certaines sources parlent des raisons de maladie, et vous savez qu'à un moment donné, dans le traitement d'une information aussi sensible, parler de maladie, on aurait posé quelle maladie souffre-t-il? Bon, et là, ça entre dans la vie privée. Bon, la presse est restée prudente à ne pas évoquer cet aspect-là, mais en restant sur ce qui est connu d'utilité publique, c'est-à-dire l'affairisme, un certain nombre de choses que vous avez relevées. Donc, en y associant également le discours du nouveau pape François, qui, semble-t-il, voudrait assainir, donc, assainir l'Église, la gestion de l'Église catholique romaine. Mais on a donc pensé que le pape a contraint Monseigneur Tonyeba-Cotte à se retirer de sa charge-là parce que, pour nous, il n'était plus, c'est-à-dire que le berger, je dirais, qui prêche par l'exemple, donc la gestion de ce qui, donc il a la charge. Hervé Boulet, la presse a-t-elle été aussi prudente que cela, que de se verser comme ça dans certaines déclarations, estimant que ce sont les frasques, les problèmes qui ont été posés quelques mois plus tôt, qui ont plutôt poussé à la démission Monseigneur Victor Tonyeba-Cotte, au lieu d'attendre peut-être ou bien d'espérer que cette lettre officielle de sa renonciation soit rendue publique, surtout pour ce qui est du motif. Ouais, moi je crois qu'ici il faut être très prudent et à l'analyse on observe bien que il y a eu deux types de presse, enfin deux types de traitement de l'information. Il y a une presse, une certaine presse, en la lisant on avait l'impression qu'elle avait des comptes à régler avec Monseigneur Tonyeba-Cotte. On a une autre presse qui elle a été très prudente comme le disait mon prédécesseur. Du moment qu'on n'a pas la lettre de démission de Monseigneur, il est assez difficile de s'aventurer à dire « Oh, ce sont les frasques si ». De toutes les façons, l'Église dans son ensemble est devenue une redoutable industrie de la foi. Aujourd'hui, lorsque vous écoutez les discours de l'Église, on dit tout à l'Église, sauf ce qui doit concerner ce qui est basique, c'est-à-dire l'amour. C'est-à-dire, on vend le miracle, on vend X, on vend Y. En réalité, dit que Tonyeba-Cotte, c'est pour les frasques qu'il est parti. En parlant des frasques, le pape, c'est le premier. En matière de frasques, vous avez vu ce qu'il vient de faire dans l'avion. Un homme qui vient dire ouvertement qu'il n'est rien pour juger les homosexuels. Vous croyez que ce monsieur est bien placé pour dire que Tonyeba-Cotte a commis des frasques? Je pense qu'il faut rester prudent dans ces milieux d'affaires parce que c'est une histoire de gros sous qui se joue à ce niveau. Être archevêque métropolitain, c'est pas donné à n'importe qui. Et souvenez-vous, lorsque Tonyeba-Cotte arrivait aux affaires, même on lui jetait les fleurs. Oh, c'est un bon prélat, regardez ce qu'il a fait à Idéa, voilà. Subitement, il y a un désamour, je ne sais pas pourquoi, bon. Mais je sais qu'une certaine presse a été très énervée par le fait simplement que Tonyeba-Cotte ait pu sortir les statistiques de l'Université catholique. Alors, cette presse ne l'a pas loupé. Très bien.
Alors, Edouard Fauchivet, comment vous avez appris cette nouvelle et quelle est la lecture que vous avez effectuée du traitement de l'actualité, de cette actualité-là par la presse? Déjà, je pense qu'il faut féliciter toute la presse. Parce que pratiquement depuis 2 ans, je dis bien depuis 2 ans, la presse faisait des analyses au niveau de la gestion de l'archidiocèse. Mais pour nous qui avons une vision spirituelle, nous disions que la presse était allée au-delà. Mais aujourd'hui, au vu de ce qui se passe, j'ai pris un pas en arrière et je me suis dit, il faut faire très attention. Parce que aujourd'hui, par rapport à ce que disaient les uns et les autres, nous n'avons pas vu déjà la lettre de démission. Et la cause est réelle de ce que l'évêque lui-même devrait annoncer en fin de partie, nous ne connaissons pas. Mais par contre, j'ai peur aujourd'hui que les églises conventionnées, au vu de ce qui s'est passé à Rome, au vu de ce qui vient de se passer à Yaoundé, que les églises, l'église catholique, l'église évangélique, les églises conventionnées, tombent aujourd'hui dans ce phénomène de cadre de gestion. Il a dit quelque chose. Tout ce que nous avions appris de la démission, rien n'est du côté spirituel. Ça veut dire que, est-ce qu'on doit juger aujourd'hui l'homme de Dieu à travers la gestion aujourd'hui des biens de la société? Et la question est grandement posée. Je m'attendais à ce qu'on reproche peut-être à l'archevêque que le nombre de fidèles laissés par ses prédécesseurs, ce nombre de fidèles est décroissant. Qu'au niveau de la contribution de fidèles dans la vie de l'Église, parce que les Saintes Écritures sont formelles, c'est nous les fidèles qui devons faire vivre nos différentes paroisses au niveau de la base. Nous voyons ça au niveau de l'Église évangélique, au niveau de l'Église catholique, où aujourd'hui le laïc va au-dessus maintenant de l'homme de Dieu. Les apôtres sont ces hommes qui ont un seul message à transmettre. C'est le message de Dieu, de l'amour, de pardon. Mais aujourd'hui, quand on leur donne en même temps la Bible à droite, et de l'autre côté, à la main gauche maintenant, on leur donne le principe de gestion de la chose, maintenant, ça dit de biens terrestres, vous allez vous rendre compte que ça soit toutes les églises aujourd'hui, l'homme de Dieu est devenu gestionnaire de biens. Et bien entendu, vous comprenez que lorsqu'on a choisi entre la Bible pour proclamer le principe de l'amour et avoir une signature pour sortir 500 millions, la signature va aller très vite par rapport à la parole de Dieu. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est féliciter la presse, mais poser maintenant, créer une problématique aujourd'hui. Est-ce que la démission aujourd'hui ou la rénonciation, depuis Rome, des uns aux autres, donne une leçon aux églises telles que l'église évangélique, l'église catholique, l'église pentecôtiste, pour que demain, que ce genre de cas n'apparaisse plus et que nous continuions à vivre, à nous nourrir de la parole de Dieu pour cet amour. Dominique John, quand tout à l'heure vos prédécesseurs parlaient jusqu'ici, on va dire comme ça, de l'inexistence ou pas d'une lettre de démission, mais est-ce que le fait pour le nonce apostolique de dire que Monseigneur Tonyeba Cotte a renoncé à sa charge ne suffit pas? Oui, en fait, combien de lettres de démission les journalistes ont reçues lorsqu'il s'agit, comme le cas de l'archevêque de Douala qui est parti? En fait, au niveau de l'Église catholique, c'est un phénomène qui ne se publie pas rapidement. Lorsque le nom sort, déjà même pour nous annoncer quelquefois la nomination d'un évêque, la sortie du nonce apostolique précède quelquefois la publication. Je dis quelquefois. Il n'y a pas obligation que ce soit publié. Sinon, l'archevêque qui a été touché par la décision aurait pu la dénoncer et dire ben non, il n'y a pas de lettre de démission. On considère jusqu'à présent que cette démission ou cette rénonciation est acceptée par Rome et qu'elle est fondée, qu'elle est basée sur quelque chose. Maintenant, sur les détails, qu'est-ce qui a pu pousser l'archevêque à partir? Je crois que c'est les spéculations qui ont beaucoup plus intéressé la presse. Le fait de ne pas présenter un document qui justifie la démission ne peut pas être un argument qui soutienne
l'absence de force de cette décision. Mais peut-on parler de spéculation lorsqu'on sait que chaque fois que la presse a évoqué, par exemple, les quotas à l'Université catholique d'Afrique centrale, que Monseigneur Tony Bakot est parfois venu au devant de la scène pour tenter d'expliquer ce qui s'est effectivement passé? Oui, mais je pense qu'il y a eu des sorties malheureuses de l'archevêque de Yaoundé. Je suis d'accord avec la presse sur un certain nombre de choses. Elle a tiré le bon bout. Il se trouve tout simplement que depuis ces 2 dernières années, comme disait mon frère Fauchivé, l'archevêque de Yaoundé s'est retrouvé à plusieurs occasions à la une des journaux, non pas pour les problèmes spirituels. On n'a pas vu Monseigneur Tony Bakot, je crois qu'il est sorti une seule fois pour dénoncer l'homosexualité. Je crois que c'était une très belle sortie, mais le reste du temps, chaque fois qu'il était à la une des journaux, c'était des problèmes de pétrole, des problèmes de construction et autres. Mais sur ce plan-là également, il faut dire que les églises d'Afrique, en général les églises du Cameroun, faut cesser de dépendre infiniment de l'aide extérieure. Investissent, créent des entreprises. Et ces entreprises sont gérées, par des personnes sous la coordination de l'évêque ou de l'archevêque, ce qui n'est pas non. Donc, dans le système catholique, parce que je suis avant tout un chrétien catholique, l'évêque est le patron de son diocèse. Les entreprises qui sont créées dans un diocèse ont pour véritable patron, même si un directeur général ou autre, ont pour véritable patron l'évêque ou l'archevêque. Il est donc tout à fait normal que lorsque l'Église investit, que lorsque l'Église fait les affaires, que celui qui gère l'Église où il se trouve soit un homme d'affaires. Je voudrais tout de même nuancer que je trouve très abusif d'appeler un évêque ou un archevêque un homme de Dieu. Je préfère qu'on l'appelle un homme d'église. Non, justement parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, nous appartenons à Dieu et aucun des enfants de Dieu n'est exclu par celui-là. Mais il se trouve que l'un des enfants de Dieu peut gérer un pan des activités de Dieu qui se trouve l'Église, être l'Église. Alors c'est un fils de l'Église, d'un fils de l'Église catholique. Nous ne pouvons pas nous exclure. Dominique Djonkam, lui, il est enfant de Dieu. Comme Monseigneur Tony Bakot. Maintenant, l'analyse qui a été faite de cette actualité est tout à fait normale pour des journalistes qui sont là. Lorsqu'il n'y a pas fluidité dans l'information, on fouille dans les poubelles. C'est tout à fait normal. Vous le faites et vous ne pouvez pas vous taire. Vous cherchez à comprendre. Et votre analyse va certainement pousser soit l'archevêque lui-même, qui est aujourd'hui émérite, de dire quelque chose, soit un proche de lui. Et peut-être que nous souhaitons que vous ayez la chance de tomber sur cette lettre qui est devenue... c'est ce que l'on cherche, l'or rare aujourd'hui. Alors, le livre Bengan, toujours sur la question au sujet du traitement de cette actualité par la presse, on parlait tout à l'heure des spéculations avec Dominique Djonkam, mais cela nous pousse quand même à remarquer que la presse a quelque peu mis de côté quelques réalisations de Monseigneur Tony Bakot. Oui, tout à fait, c'est vrai également, mais ce n'est que la presse, je dirais, audiovisuelle qui a un peu retracé l'histoire de l'ancien archevêque de Yaoundé, et de son passage à EDA et ainsi de suite pour relever un certain nombre d'actes et l'épanouissement des diocèses dont il avait la charge auparavant. Là, vous avez raison. Mais la presse a beaucoup plus traité, je dirais, le factuel, l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'a-t-il dit? Qu'est-ce qui peut bien pousser l'archevêque à signer sa démission? C'est un peu ça. Je pense que on va revenir dessus. On va revenir dessus parce que d'ailleurs, en fin de la semaine, on a été absorbé avec raison d'ailleurs par rapport au deuxième sujet qui a été là. On attendait les listes de l'ECAM. Donc, pour poser réellement le problème du rôle social de l'Église. Rôle social de l'Église. Il a parlé tout à l'heure de la dénonciation des homosexualités et l'autre a parlé de certains confrères qui ont vu, je dirais, ils ont lancé un message, je dirais tribaliste, n'ayons pas peur de mots. Or, ça c'est un peu aller très vite en besoin. Je dirais même c'est un écart
Parce que lorsqu'on est entre nous, on se dit des vérités, c'est des écarts dans le traitement de l'information, il faut relever. L'autre chose qu'il faut, peut-être on ira un peu plus loin à poser, mais peut-être aussi là, la presse va se réserver un peu, parce qu'on a d'ailleurs dans nos salles de rédaction à en discuter, lorsque le pape lui-même qui pose le problème de la moralisation de l'Église donne l'impression de son retour au Brésil qu'il ne va pas tout à fait affronter les homosexuels. Ça cause un problème. Au point où dans certains journaux d'ailleurs, je pense 2 ou 3, on posait le problème à ceci, est-ce que ce ne sont pas les homosexuels qui ont poussé Tony Bacotte à la démission? Donc voilà autant de sujets que la presse aura le temps de bien creuser, ainsi de suite, pour regarder peut-être, parce que même si demain on publie la vraie lettre de démission, il n'y aura pas, il va causer sûrement le problème de maladie ou bien un certain nombre de choses qui ne vont pas occulter le problème du rôle social de l'Église. Homme de Dieu ou homme d'Église, on va toujours, le débat ne sera jamais tranché, mais au moins on a retenu que l'évêque ou l'archevêque, ils ont à gérer et les conflits de l'Église et je dirais le côté économique de l'Église. Et pourtant à côté, il y a un conseil paroissial. Et on s'est rendu compte que le conseil paroissial aide seulement le patron de l'Église, permettez le terme, parce que quand on dit le patron de l'Église, il est le patron sur le plan théologique, sur le plan spirituel, parce que théologique, c'est l'enseignement qu'on peut donner, catéchèse, un certain nombre de choses, comment dire la messe, il apprend, mais également spirituel. Et on l'assimile toujours à Dieu. Donc, c'est donc des gens qui doivent avoir un certain comportement social. Vous avez remarqué, quand il était président de la conférence épiscopale, il a même eu des problèmes un moment avec le secrétaire général, Monseigneur Lafont, qui lui dénonce les irrégularités aux élections. Monseigneur Bacotte, lui, il vient comme s'il voulait valider ces élections-là, alors que le secrétaire général dénonçait. Donc, voilà, ce rôle social de l'Église-là sera toujours posé et la presse, je suis sûr, viendra pour étayer un certain nombre de choses. Alors, Hervé Boulin, on parlait tout à l'heure du pape François qui est revenu de Rio de Janeiro il y a quelques jours, mais est-ce qu'on pourrait voir en la démission de Monseigneur Tony Bacotte cette vision que tente d'implémenter le pape François dans l'Église, lui qui parle d'une Église catholique plutôt simple et qui est dénuée on va dire comment, de plusieurs mots, on va dire ça comme ça. Disons que n'ayons pas peur, n'ayons pas froid aux yeux. Il y a une véritable crise de la foi à travers le monde, c'est connu de tous, c'est-à-dire les scandales de l'Église catholique, on ne les compte plus, avec les archevêques qui démissionnent en Angleterre, aux États-Unis, les pédophiles. Je dis, le nouveau pape, je l'attendais par rapport à son discours. Il a réuni 4 millions de jeunes au Brésil. Il fallait qu'il ait le courage, à Copacabana, de dire à ces jeunes, être homosexuel n'est pas un problème. Et d'ajouter dans le dilatoire, mais ce qui peut créer un problème, c'est qu'ils ne forment pas de lobby. Pourquoi vous pouvez accepter que les gens soient des footballeurs et n'aient pas une association de footballeurs? Il faut être sérieux. Donc, parler d'exemple, le pape n'en est pas un. En fait, il faut lire les choses comme ça. Mais dans le fond, je le disais tout à l'heure, l'Église est devenue une redoutable industrie de la foi. Allez voir les nouveaux-nés là, les nouvelles églises réveillées là, celles qui empêchent aux gens de dormir là. Mais ça va dans tous les sens. Ça, on promet tout. D'ailleurs, regardez les affiches, vous voyez, c'est un pasteur, il est beau, il est jeune, il a des beaux habits, les cheveux. Bref, on prêche aujourd'hui, on vend le miracle. Il y a même qui disent qu'il soignait le sida. Voilà, on dit que le pasteur ne doit pas être pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en contrepartie, il faut que le pasteur ait de l'argent. Bon voisin disait tout à l'heure, il faut être honnête. L'Église, c'est une industrie. Le Vatican étant le plus petit État du monde, malheureusement et paradoxalement, c'est le plus riche. Il passe le temps à prendre. Donc il faut de l'argent pour que l'Église vive. Et comme disait M. Fauchivet, Madame, soyons sérieux. Entre lire 2 passages de la Bible et poser une signature pour décaisser 500 millions, qu'est-ce qui est facile à faire? Je dis, tant qu'on n'arrivera pas à dissocier les affaires avec le pasteur, c'est-à-dire que le berger, le guide, on va assister à tout cela. C'est pour ça que pour moi, je pensais que la presse y est allée un peu quand j'ai eu l'impression que il y avait quelque part une espèce de petit lynchage. Mais je dis, il n'y a aucun évêque qui peut gérer autant de millions, voire des milliards,
D'ailleurs, le président Bongo le disait, on ne peut pas reprocher à celui qui graine des arachides de mettre de temps en temps un grain dans la bouche. Faut pas qu'on vienne de raconter que Toye Bakot, il est parti à cause de ses frasques. Moi, je peux vous dire, sans lire les lettres dans l'enveloppe, même si c'est les homosexuels qui ont fait partie de Toye Bakot, même si c'est la gestion qui a fait Toye Bakot, ça ne ressortira jamais dans sa lettre de démission. Ça, au moins, c'est clair. Donc, ne nous attendons à rien, on va continuer à spéculer. La vérité, c'est que Toye Bakot... Donc, il faut comprendre les spéculations de la presse. Elle n'a qu'à spéculer, mais je dis, elle ne doit pas pousser le bouchon trop loin, comme si elle était dans le secret de la démission ou de la renonciation. Je dis simplement, le fait est là, il n'est plus là. Maintenant, que les donneurs de leçons viennent dire, il est parti pour ceci ou cela, personne n'est meilleur parmi eux. Sauf que Toye Bakot est peut-être tombé au mauvais moment, la presse voulait bien quelqu'un qu'elle devait lyncher, on est tombé sur lui. Alors, prenez l'archevêque de Douala, si on entre dans sa cuisine, vous verrez que c'est un monsieur qui gère les entreprises. Et tout gestionnaire, qu'on le veuille ou non, comme nous disions au président Biya, vous ne pouvez pas laisser quelqu'un pendant 29 ans à un poste, même si c'est Jésus-Christ, il aura des fautes de gestion. Mais Edouard Fouchivé, vous me direz peut-être que c'est le droit le plus absolu, fondamental et même élémentaire pour un archevêque ou même pour un responsable de dire « je ne veux plus assumer de ses fonctions » et de démissionner. Bien entendu, quand le cahier des charges n'est plus respecté et que vous voyez que vous ne pouvez pas atteindre des objectifs, pour un manager, je crois qu'il faut démissionner. Pour revenir sur ce que disent les uns les autres, je crois que la presse devait aller au-delà maintenant pour attirer l'attention parce que une faute, une démission ou rénonciation est faite. Mais maintenant, qu'est-ce qui est derrière et qui peut maintenant attirer l'attention des fidèles? Pour que demain, ils viennent de dire à Copacabana, 4 millions de jeunes qui sont réunis, c'est un lieu de passage du message du Christ. C'est un lieu de sensibilisation. Mais c'est pour demain. Mais que l'archevêque démissionne aujourd'hui ou bien renonce à sa charge, les églises de demain, qu'est-ce que nous devions tirer? Aucune presse n'en a parlé. C'est ça mon véritable problème. Nous parlons des églises réveillées, c'est pas Carrefour au Cameroun. On vient de dire qu'il n'y a que quelques-unes ou quelques-unes qui sont normalement légales. Mais on a fermé, on a ouvert, on a fait, La jeunesse est dans une phase de déperdition totale. Je vous parle sur l'église évangélique du Cameroun. Nous sortons d'une réunion de chez nous, d'affectation. Ce n'est pas toujours de gain. Donc il faudrait que aujourd'hui, les églises, les grandes églises comme l'église catholique, l'église évangélique, puissent aujourd'hui regarder s'intégrer dans la société. Et quand on s'intègre dans la société, ça veut dire que vous avez le message spirituel à passer, vous vous mettez à côté maintenant des gestionnaires que vous payez pour gérer maintenant la structure de biens de la paroisse de l'archidiocèse. En ce temps maintenant, vous convergez vers maintenant une congrégation, sorte de conseil d'administration, d'assemblée générale, où les uns et les autres ont des comptes à rendre. Donc aujourd'hui, vous avez, en même temps, vous avez les laïcs qui viennent à la place des hommes d'église, les hommes de Dieu, qui se mettent aujourd'hui, qui peuvent même aller jusqu'à demander l'affectation. Ah ouais. On va jusqu'à demander qu'on ne veut plus de ce prêtre, on ne veut plus de ce pasteur. On scelle l'église. Mais c'est quelle église de demain? Non mais attendez. Parce que vous allez au pouvoir, vous allez mettre votre pouvoir. Ça veut dire donc que le laïc prend la place maintenant de l'homme d'église, et l'homme d'église maintenant accepte maintenant pour venir maintenant où la signature est facile. Donc vous voulez dire de manière implicite que l'argent a pris le dessus sur Bien la foi. entendu. Mais bien entendu, vous avez tout compris. Mais c'est vrai, mettez une seconde. Oui, Effectivement, même l'argent a pris la place de la foi. Mais quel est l'acte constitutionnel des églises, que ce soit l'église catholique ou dans des églises protestantes, comme il dit, comment ces églises sont constituées, sont gérées ou doivent être gérées? En principe, l'organisation, parce que chaque église catholique ou protestante a un conseil paroissial. C'est des anciens d'église qui sont des laïcs. Donc, en principe, c'est eux qui devraient gérer les écoles, les hôpitaux, les trucs, et que l'église, eux les protestants les appellent modérateurs. Modérateurs, ça ne veut pas dire que vous gérez. C'est-à-dire vous coordonnez, vous encadrez une décision. Mais ce n'est pas le cas. Mais justement, c'est le cas. C'est maintenant, il faudrait donc que les laïcs, notamment dans les églises protestantes, prennent le rôle qui est le sien. Or, c'est eux qui ont démissionné hier et ils ont laissé les pasteurs
prendre les devants, c'est-à-dire le côté spirituel et le côté, je dirais, socio-économique. Or, à l'église catholique, c'est pas la même chose. L'église catholique, bien qu'il y ait un conseil paroissial à côté, c'est l'évêque qui est le patron de tout. Mais c'est ce que le fait. Maintenant, nous ne pouvons pas condamner l'organisation. C'est une organisation. Mais cette organisation est d'ailleurs millénaire, mon ami. Je suis donc d'accord avec vous. Je voulais juste attirer. Il faudrait donc que le pape lui-même, comme nous l'avons dit, recadre. Vous revenez donc c'est mon inquiétude. Donc j'ai dit. Non, vous avez dit les laïcs ont pris la place de vous. Dites non. Au sein des églises protestantes, les laïcs doivent prendre la place, demander même les affectations des pasteurs. Je dis je ne le sens pas au niveau. Je n'ai pas, vous m'avez pas suivi. J'ai dit que il arrive que le laïc demande même qu'on enlève son pasteur. C'est ce que j'ai dit, vous ne m'avez pas suivi. C'est que vous dites qu'il va dans un champ qui n'est pas sien et il va jusqu'à faire comme si c'est lui qui était Jésus. En fait, moi je vais chuter en disant ceci. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé une organisation de l'Antiquité que vous allez aujourd'hui, en 2013, maintenir cette organisation parce que ça vient du Saint-Siège. Mais vous avez des synodes et des assemblées générales. Je dis ceci. La leçon aujourd'hui au niveau de vous qui êtes des journalistes, c'est que vous devez attirer l'attention des uns et des autres, aller au-delà. C'est bien bon lorsque vous tirez sur les constitutions pour dire que les constitutions sont obsolètes, qu'on a révisé l'article ceci parce qu'on veut se maintenir. Mais regardez donc aujourd'hui ces structures qui ont pour vocation à nous maintenir, à maintenir notre foi, mais qui aujourd'hui en réalité sur le terrain font plus de la gestion des biens que de la gestion spirituelle. C'est voilà, nous avons dit. Y compris même à la légalisation de cette... On va permettre à M. Duncan de dire quelque chose. Enfin, moi, je voulais dire que tout à l'heure, on a parlé de la facilité de la signature d'un chèque de 500 millions. Je dis, je suis d'accord. Hein, je suis même tout à fait conforté dans ma position que c'est facile de signer 500 millions, ça ne devrait pas faire mal. Mais qu'est-ce qu'on fait des 500 millions qu'on a sortis? Je crois que c'est la paix devrait pousser la question à ce niveau. Si on a sorti 500 millions pour construire une école dans les œuvres sociales de l'Église, il n'y a pas de problème. Si on a sorti 500 millions pour offrir un centre de santé dans un village où l'État tarde à installer... Vous voulez dire que quelquefois la presse a fait dans des affirmations plutôt gratuites? Plutôt gratuites parce que si je peux être d'accord avec des journalistes qui y aurait un problème de gestion dans l'archidiocèse de Yaoundé, il reste que des petites subtilités de la signature de chèques et autres ne peuvent pas nous conforter dans cette position-là. Ce qui est sûr, et c'est là peut-être que je vais chuter, c'est qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un, comme dans une entreprise, il y a un directeur général, il y a un certain nombre de choses, il faut qu'il y ait quelqu'un qui coordonne. Mais il faut que celui qui coordonne pour l'intérêt de l'organisation dans laquelle il se trouve. Alors, une question pour vous. Le fait pour l'Église catholique d'être discrète, vous n'avez pas l'impression que cela peut couvrir un malaise au sein de cette Église catholique même? Oui, toutes les grandes structures ont des malaises. C'est la façon de gérer le malaise. Il se trouve tout simplement que l'Église ne peut pas livrer à la vindicte populaire un de ses princes, par exemple, en disant un tel, il a volé, il a détourné. Très élégamment, soit on le pousse à démissionner, soit on lui demande, on le démissionne et tranquillement, personne ne sait pourquoi. Et je crois qu'ils ont réussi le coup, puisqu'aujourd'hui, que Bakot, qui est rénonciation, démission, ou qui a été démissionné, oui, on aboutit à la même chose, les gens en parlent. Je voudrais dire que, peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi, lorsqu'on parle de l'Église, on ne devrait pas prendre des églises conventionnelles, églises évangéliques, presbytériennes, catholiques, et les mélanger avec ceux-là qui adorent, et là je vais citer le cardinal Toumi, qui adore un Dieu qui est sourd, pour lequel il doit faire beaucoup de bruit pour qu'il entende. Non. Mais là, la presse a dénoncé donc l'administration territoriale. Je voudrais donc dire qu'il y a des églises qui œuvrent effectivement pour le bien-être social. Ce sont ces églises conventionnelles qui créent des écoles. Moi, je suis un pur produit de l'église catholique.
de l'école primaire au collège, à l'école Saint-André en Banga, au collège Saint-Jean, et ainsi de suite. Donc, je comprends jusqu'aujourd'hui, je ne voudrais pas confondre l'église catholique avec des personnes qui gèrent l'église catholique. Je voudrais faire un distinguo entre l'archevêque Bacotte et l'église catholique. Ça sera difficile. Comment ce sera difficile? Parce que lorsque vous avez dans une famille un enfant qui commet une faute ou qui aurait commis une faute, il ne s'agit pas de dire que tout ça c'est une famille de fauteurs. Non. Que l'on ne fasse pas cet amalgame. L'église catholique est encore précieuse pour beaucoup d'entre nous. L'église catholique offre la possibilité aux... je ne fais pas leur publicité, hein, s'il vous plaît. Mais on ne demande pas de détruire l'église catholique. Donc, personne ne dit. Donc, pour le moment, l'église n'est pas une association de malfaiteurs. Mais il se trouve qu'il y a... Dans cette église, dans cette église, il y a des loups et il y a des malfaiteurs. Et on s'efforce de les extirper d'une façon ou d'une autre, par la démission, par la rénonciation et autres. Je vais dire qu'il faille qu'on s'entende sur une chose. Nous ne faisons pas le procès de qui que ce soit. Mais nous disons que la mission première de l'Église, c'est être garant de la morale publique. Nous ne disons pas qu'on doit plus donner l'argent aux églises. Non, nous disons simplement qu'il faudrait faire le distinguo entre l'homme de Dieu et le gestionnaire. Et comme il est difficile de dissocier l'homme d'église du gestionnaire, eh bien, l'Église catholique aujourd'hui, comme c'est d'elle dont il est question, doit faire son ascèse. Il est question pour elle aujourd'hui, comme disait M. Fauchivet, d'organiser ses états généraux. De dire, par exemple, désormais, les prêtres sont là exclusivement pour faire passer le message. Et à côté, on nomme des gens qui sont diplômés des hautes écoles de commerce ou je ne sais pas quoi, qui vont rendre compte au conseil d'administration. Mais de laisser toujours les prêtres manipuler l'argent ou signer, c'est eux qui font les passations de marché pour les champs. Je sais de quoi je parle. On ne s'en sortira pas. On va tourner, on va retourner. Donc, à vous, donc les journalistes, nous vous proposons, au-delà d'aller chercher dans les poubelles, pourquoi Bacotte est parti, vraiment il n'est plus là. Mais quand même vous trouverez la raison, il n'est plus là. Le problème, c'est poser maintenant la question. Au-delà de cette renonciation, poser la problématique de la foi. Poser la problématique de l'argent dans l'église. Je crois que c'est comme ça qu'il faut essayer de poser le problème. Intégrer l'église dans la société. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est la déperdition. Je vais vous prendre deux petits exemples. Moi, quand j'étais petit, le berger était devant. Je crois à droite, il avait ses anciennes d'église. Et en face, il y avait un côté soit des hommes, soit des femmes, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, vous arrivez dans des églises, vous voyez, à côté du berger, il y a les fauteuils. Ça, c'est pour les laïcs, les plus grands donateurs. Ceux pour qui on prie. Quand ils ne sont pas là, on vous oblige à prier pour eux. Parfois, on porte la Sainte Seine, on va leur donner à domicile. Quand ils sont malades. Première chose. Deuxième chose. Les bergers aujourd'hui, sauf ceux qui n'ont pas qualité, hein, ils ont honte même de présenter leur croix. Certains la prennent, ils l'enfouissent là, lorsqu'ils partent gérer les marchés à gauche et à droite. Nous nous disons, en tant qu'observateurs, ça ne va pas. Et si on ne creuse pas le problème, si on ne pose pas les vraies questions, il est évident que les mêmes phénomènes se reproduiront. Je prends l'exemple tout à l'heure du pape. Mon frère disait tout à l'heure, non, c'est des enfants de Dieu, mais c'est les catholiques qui ont dit que voilà un homme qui est saint. Voilà un homme qui n'a pas le courage, en tant que garant de la morale, devant une jeunesse en déperdition. Ça, il faut dire les choses comme elles sont. Prenons le Cameroun, regardez les comportements de la jeunesse, regardez les enfants dans la rue. Il y a mieux à aller dans les universités. Vous comprenez que ça ne va plus du tout. Dans les foyers, c'est la catastrophe. Le rôle de l'église, c'est d'arriver à encadrer, parce qu'à l'époque, on savait que lorsqu'on envoie son enfant dans une institution religieuse, on est sûr que cet enfant aura une bonne éducation. Aujourd'hui, on en a peur. Votre enfant y va, c'est le prêtre qui est pédophile, c'est le prêtre qui est homosexuel, mais c'est dangereux. Je dis, il faut qu'on pose les vraies questions au lieu de nous attarder à dire il a démissionné, pourquoi. Toya Paco ne vous dira jamais pourquoi il a démissionné. Jamais. Ça, c'est clair. Même si de toutes les façons, vous arrivez devant son portail, vous dites que vous êtes journaliste, on dira aussi. Alors, justement, des questions sont à se poser. Ouest Littoral disait cette semaine qu'au-delà
du départ de Monseigneur Tony Bakot, il faut bien que les autres évêques du Cameroun se sentent avertis. Pourquoi? Elle a cité les noms. Non, mais c'est justement, c'est-à-dire que je pense donc de tout ce que nous avons eu comme tabloïd, le Écho de l'Ouest voulait intégrer Ouest Littoral voulait intégrer ce futur dans le présent. Et c'est ça qui m'a plu. Attention, parce que votre collègue est parti, pas pour le côté religieux qu'on dit, mais c'est pour le côté donc, de la légèreté dans la gestion. Je crois que c'était clair. J'ai parcouru et je me suis rendu compte qu'on était en phase. Donc attention aux autres. Puisque nous sommes en face, lorsque le journal se demande ce que fait Monseigneur Beffa Ateba à la tête du Conseil national de la communication. Mais attendez, sa question, c'est maintenant dans votre domaine. Si maintenant s'il doit sortir maintenant du cadre qui est vraiment le côté spirituel, peut-être pour apporter sa contribution dans le cadre de votre groupement, tant mieux. Mais toujours est-il que à lire Ouest Littoral, je voyais la légèreté au niveau de la gestion. Je pensais que c'était attirer l'attention des uns et des autres. Aujourd'hui, c'est ce que nous venons de dire. Peut-être que lui qui est très bien placé dans le cadre de l'Église catholique, qu'il faudrait poser la problématique aujourd'hui de gestion, ou que si c'est une loi qu'on essaie de toiletter, pour que les évêques se sentent protégés pour la mission première qui est la leur, c'est-à-dire l'amour proclamé. Ouais. Alors, Dominique Jonkam, justement, sur la question, les journalistes ont peut-être mal avec ces hommes qui sont à la fois hommes de Dieu ou hommes d'église, tel que vous le disiez tout à l'heure, et qui occupent quand même quelques grandes responsabilités dans notre pays, que ce soit ces hommes qui ont été cités, Monseigneur Joseph Atanga, Monseigneur Dieudonné Watio, ou encore Monseigneur Joseph Beffa Ateba. J'ai l'impression que à ce niveau, tout le monde tire à côté. Hein. La soutane que le prêtre porte attire un certain nombre de respect de la part des populations. Et le pouvoir, en utilisant ces prélats à des postes sensibles, les conçoit un peu comme un vernis, hein, pour donner une certaine autorité à la manœuvre qu'eux-mêmes ils mettent en place. Je pense qu'au moment où on nomme Monseigneur Beffa Ateba à la tête du Conseil national de la communication, c'est quasiment le feu dans la maison. Personne ne croit plus en cet organisme. Mais le seul fait que ce soit un prêtre qu'on ait mis à la tête a permis que les ardeurs des uns et des autres se tassent d'abord et qu'ensuite on tente de voir plus clair dans la situation. Au moment où à Elekam, la contestation était de rigueur parce que le président du conseil, c'est un ancien militant du parti et autres. On y a injecté des personnes d'église, un pasteur, un prêtre. Ça n'a rien changé. Ça a tassé au moins les ardeurs. Non, on les voit également au niveau de l'organe qui est chargé de la corruption et autres, je crois. De la CONAC. On y a injecté des pasteurs et autres. Donc, ces personnes... Quand vous dites pasteur, il faut préciser de quelle église. Non, en fait... En fait, c'est un pasteur, il est un homme d'église. C'est un homme d'église. Donc, on peut admettre que ces personnes-là apportent une certaine caution morale. On peut penser, vous le dites. Oui, en fait, pour nous qui croyons en des personnes consacrées, ces personnes apportent une caution morale aux organisations dans lesquelles elles se trouvent. Je pense que c'est dans cette optique. Et parce que nous sommes dans un pays qui est dirigé par des chrétiens, n'est-ce pas? C'est très facile qu'on les accepte. Enfin, pas des personnes qui croient en Dieu. C'est pas une information nouvelle que de savoir que le président de la République, c'est un ancien séminariste. Donc, il est passé par là. Il a été moulé dans... Et donc, vous pouvez comprendre pourquoi la presse, notamment le quotidien Le Messager, a estimé que la présidence de la République a joué une part plus ou moins importante dans la démission de Tony Bakot. Cela peut être possible. Ça donne des spéculations dont on ne saura pratiquement jamais. Hein? Cela est sûr. On ne saura jamais ce qui a poussé Monseigneur Tony Bakot à démissionner ou pourquoi il a été démissionné. On ne le saura jamais.
Oui, j'ai dit tout à l'heure qu'effectivement la presse continuera toujours à poser le problème du rôle social de l'Église, mais avec des présupposés. Il a dit, il y a un côté moral qui doit en principe être préservé et dont on pense que les églises sont les garants. Maintenant, la presse pose, je commence par ce qu'a dit M. Fauchivé, non, la presse a toujours questionné même l'autorisation qu'on délivre à ces églises dites de réveil, qui nous empêchent les églisettes. Voilà, de réveil. Mais ce n'est pas la presse, ne prendra jamais de micro ou de stylo pour dire que telle église doit être suspendue. On leur dit, telle église, les nuisances sonores, un certain nombre de choses. D'abord, même comment on appelle ça, comment prêcher l'évangile, comment appâter les fidèles, les oreilles, comment recrute-t-elle ces fidèles. On l'a dit et on a posé toujours des problèmes parce que ces fidèles-là viennent des églises dites conventionnelles. Ça veut dire que là-bas, quelque chose a flotté. Là, on le dit, comme on a dit récemment, si je parle depuis 1995, avec ce que l'Église catholique a appelé Ecclesia en Afrique, dont la nouvelle inculturation, en leur demandant d'intégrer certaines pratiques traditionnelles au sein de l'Église catholique, en leur disant que non, vous avez échoué, mais nous ne serons jamais là. D'abord, lorsqu'ils vont tenir leur synode, leur assemblée générale ou, je ne sais pas moi, leur concile, et encore que, au sortir du concile, ils ne vous disent jamais pourquoi tel évêque pédophile est resté en poste alors que tel autre a été affecté ou bien a été démis. Donc, c'est pour ce qu'on attend que ce soit la presse qui demande à l'Église d'adopter d'autres textes de réforme, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Nous, on continuera à dire, vous avez dit que vous voulez sauver les âmes. Soyez les exemples. Jésus a dit que soyez un uniquement. Oh, vous êtes divisés. C'est ce qui est le plus important. C'est ça, justement, c'est ça qui est le plus important. Donc, qu'on laisse les laïcs au sein des églises avoir leur rôle, parce que ce soit l'église catholique ou dans les églises dites protestantes, ce sont en principe les laïcs qui ont l'église. C'est pour cette raison que je ne pense pas qu'ils se soient concertés. Ils ont d'ailleurs fait des guerres. Voilà, ils se sont même dit. Ne va pas se substituer. Je vous propose, messieurs, d'évoquer la deuxième partie de cette émission. On va parler actuellement de politique. Les élections législatives et municipales, on le rappelle, ce sera le 30 septembre prochain. Eh bien, on a franchi un autre cap du processus électoral, la publication des listes par élection Cameroun. Mais avant d'y arriver, on se souvient très bien que la Chambre administrative de la Cour suprême s'est prononcée cette semaine dans un contentieux préélectoral et la presse a tout fait, ou plutôt a dit que l'élection Cameroun a été désavouée par la Cour suprême. Est-ce votre avis, Hervé Boulet? Donc, avant de répondre à votre question, je voulais juste glisser un petit truc par rapport au sujet d'avant. J'exhorte les prêtres et les pasteurs en général. On y reviendra pas. Non, juste une phrase. Je dis vraiment qu'ils y aillent par vocation, que ce ne soit pas une profession. Oui, c'est que vous direz qu'il est allé. Maintenant. Allons-y pour la suite. Maintenant, en ce qui concerne la manière dont la presse a évoqué le traitement par rapport à la Cour suprême, voyez-vous, je suis souvent gêné chaque fois quand j'ai envie de parler de l'ECAM. Parce que, en fait, pour moi, l'ECAM n'a véritablement jamais été un organe indépendant où n'a même pas l'expertise requise pour faire le travail pour lequel il est là. Les hommes qui y sont n'ont pas l'expertise. Ils ne savent pas du tout ce qu'ils sont capables de faire. Parce qu'aujourd'hui, quand on nous demande d'applaudir l'ECAM, parce qu'en 15 jours, ils ont réussi à éplucher quelques dossiers, et quand vous regardez certaines listes qui sont passées, mais vous avez la chair de poule. On vous dit, pour un dossier, une liste doit avoir le genre, la représentation sociologique, les ordonnancements. Il y a des listes qui sont passées où il n'y a même pas de femmes à l'intérieur. Comme si les femmes étaient finies au Cameroun. Il y a des listes qui sont passées avec des gens qui n'avaient même pas des bulletins numéro 3. Comme me disent que la Cour suprême s'est amusée en 2 heures ou 3 heures de temps à venir raconter que machin. Ça, c'est pour justifier en réalité qu'ils travaillent. Mais dans le fond, ils ne foutent exactement rien. Si on vous redonne toutes ces listes et on met des spécialistes sur la table, je vous assure, vous allez voir le nombre de gens. Vous estimez qu'à l'élection Cameroun, il n'y a pas de spécialistes? Non, ils n'en ont pas. Voilà des gens qui vous disent 2 mois avant l'élection qu'ils ne peuvent pas distribuer les cartes. Ça, c'est un échec cuisant
À quoi donc a servi tout le rentendant, le randam qu'il y a eu autour de la biométrie, les cartes électorales, si 60 jours avant une élection, on vous dit qu'on ne peut pas vous distribuer les cartes et que vous irez désormais voter avec la carte nationale en se justifiant. Non, il faudrait que vous soyez inscrit sur une liste. Ça ne veut rien dire. Donc nous pouvons jeter nos cartes d'électeurs et aller voter avec nos cartes nationales parce que nous avons été inscrits. Il fallait le dire avant. Alors, quand on est incapable de travailler, quand on copte des petits amis pour les récompenser en leur donnant des petits postes à gauche et à droite, il faut savoir qu'à côté, il y a des Camerounais qui réfléchissent et qui vont comprendre que ça, c'est tout, sauf des gens qui ont l'expertise pour être où ils sont. Quand il s'agit de bagarrer pour 17 millions, c'est là on entend le conseil électoral s'élever. Mais quand il faut véritablement travailler, on ne les voit pas. Alors, Louis Bengan, je voulais reparler de ce qui est presque considéré comme la polémique. Nigel Fundi a effectué une sortie cette semaine à Bamenda pour dire qu'il ne comprend pas beaucoup les contradictions au sein même du conseil électoral où à la fois on parle de vote avec la carte d'électeur uniquement et d'autre part que l'on évoque la carte nationale d'identité qui puisse également servir dans un bureau de vote. La presse n'a peut-être pas quelque peu failli pour ne pas pouvoir indiquer exactement ce qui est prévu dans la loi. Non, si on l'a indiqué, que ce soit le messager, on l'a dit, on l'a relevé d'ailleurs. Peut-être que l'information n'avait pas été mise à la une. Parce qu'il y avait largement diffusé, donc il y avait mais il n'en demeure pas que la presse s'est presque collée au chairman qui a fait savoir que c'était une manœuvre. Oui, tout à fait. Que ce soit le chairman ou le professeur Kamto qui dénonçait un certain nombre de choses. Donc là, non, on est resté, je veux dire, constant. C'est des manœuvres de l'ECAM. C'est des manœuvres. Il a dit, prononcé, je pense, l'expression exacte que la presse a toujours dit. On nous a considéré ici qu'on était partisans. C'est que la presse et l'ECAM est aux ordres de pouvoir DPC. Ça, on ne peut pas le nier. Donc, je dirais, pour revenir au traitement de l'actualité, il y avait 3 niveaux d'information en début de semaine. 3 niveaux d'information. Vous l'avez d'ailleurs relevé ici, je pense, la semaine dernière. Les listes que les partis politiques n'ont pas voulu diffusé à la presse, vous l'avez relevé ça, donc la presse était à la recherche de ces listes-là, ce qui a abouti à cette attente des listes de l'ECAM. Deuxième chose, c'était le contentieux préélectoral. Vous avez vu, les militants du RDPC, pour la plupart, c'était d'abord eux, ils ont saisi les instances dirigeants de leur parti, et pour certains autres, ils ont saisi même le Conseil constitutionnel. Vous allez vous rappeler que les militants de Djoum, par exemple, et d'Ngele Menduka, ont demandé que leur liste soit rejetée. Et la Cour suprême n'a pas que devoir le faire. Il y a par exemple le maire sortant, là ce que la presse a relevé, dans ces incongruités dont vous relevez, a saisi le maire sortant de RDPC, la commune de Dir, je pense dans le département de Mbéré, dans la Damawa, a relevé un certain nombre de choses, ayant saisi son parti. Et l'ECAM d'ailleurs, pour rejeter, comme il l'a dit tout à l'heure, ce que le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Paul Bayel Paul, par exemple, il a mis, comme il disait, un certain nombre, une configuration familiale. Oui, mais la Cour suprême a tout de même demandé à ses électeurs, ou plutôt ses militants, d'attendre que les listes soient publiées. Si, mais justement, plus on savait, puisque les listes ont été publiées avec ces noms, ces revendications, dont vous avez d'ailleurs relevé ici. C'est-à-dire que les listes ont été publiées intactes. Et la presse l'a relevé en disant, par exemple, que le RDPC a déjà assuré de 24 sièges, les militants de Ngele Menduka de RDP de Djoum doivent encore s'abstenir de revendiquer parce que les rejets qu'ils ont votés sont deux. Mais surtout, il a parlé de l'aspect genre. On enlève les listes de l'ADD dans certaines circonscriptions alors que certaines listes du RDPC n'ont pas respecté les mêmes trucs. N'ont pas respecté. Et de deux, on admet les listes RDPC déposées le lendemain. Le lendemain. C'était le lendemain de la couverture. Comment vous dites? Est-ce que vous avez la preuve? Mais si, tout à fait. C'était de déposer le lendemain. Et vous avez parlé du cas de l'Union des mouvements socialistes, par exemple. Voilà, qui est resté quoi. Et la Cour suprême, permettez l'expression, qui est également aux autres,
fait donc voilà un parti, on ne va pas que M. Camto ou les autres, le SDF, l'ADD, ne nous prennent pas demeure comme étant partisans. Voilà donc on a imposé à Elekam d'intégrer la liste de... Tout à fait, ça c'est ce que la presse a relevé. Mais il reste que ce que John Frundi a dit, que Elekam reste aux ordres, et Elekam sera toujours aux ordres. Donc il n'y aura jamais de bonne lisibilité avec une commission électorale qui ne soit pas indépendante. Là aussi, on interpelle également l'Église parce que quand les citoyens n'arrivent pas véritablement à s'organiser, on se tourne vers les églises en disant mais peut-être que les hommes d'église c'est bon. Pour le moment, le pouvoir n'a pas encore cru devoir de créer une commission électorale indépendante. Alors, Edouard Fauchivé, vous comprenez la démarche de certains de vos camarades de parti qui se sont adressés bien avant la publication des listes au Conseil, à la Cour suprême qui a siégé comme Conseil constitutionnel pour demander que des listes soient purement et simplement enlevées ou annulées. Je les comprends, mais malheureusement, puisque nous étions dans le même cas, à la deuxième, je les comprends, mais ils ont poussé loin. Parce que d'ailleurs, la Cour suprême en les débutant a dit clairement que c'est un problème interne au parti. Parce que avant d'arriver, puisque cette décision vient avant la publication donc, des listes de l'ECAM, maintenant on a 5 jours. Je crois que c'est 4 ou 5 jours. 5 jours, ce qui est des municipales et 2 jours pour les législatives. 2 jours pour les législatives. On a 5 jours maintenant pour faire des revendications qui peuvent amener soit à toiletter, soit à corriger. Donc c'est là où ils devaient nous attendre. Je vous prends le cas de Douane Deuxième parce que j'y suis. La liste est partie avec 41. Mais non, la première liste qui avait été retenue avec 25. On n'a pas essayé de faire un panachage. On a fait 25, la deuxième liste 26e et la troisième liste 35e. Ce qui fait que le président de la section était 27e. Mais la liste qui est publiée met le président de la section 2e et le président logis 3e. Avec ça, ça donne l'impression que le parti, ceux qui ont réceptionné au niveau de la partie centrale, on a travaillé. Et nous avions des inquiétudes. C'est-à-dire quoi travailler dans ce cas lorsque vous faites savoir qu'un militant qui était au 27e rang se retrouve au Parce second. que c'est le président de la section, je dis bien. C'est-à-dire qu'on a pris les 3 listes, on a essayé de faire une liste commune. Mais la liste qui avait été retenue, on avait l'impression que les premiers 25 de la première liste étaient de 1 à 25 et la deuxième liste était de 26 à 34. C'est ça que c'était. Mais la liste qui est publiée et que voici, mais la présidente de l'OFRDPC 1, le président du RDPC 2, le président du RDPC 3. Ça donne donc cet engouement de solidité du parti au niveau de la base. Parce que si c'était le cas, nous devions donc, on avait 5 jours à corriger. Mais et comment il est possible aujourd'hui de comprendre le remous qu'il y a toujours dans cet arrondissement de Douala deuxième, où les mêmes personnes qui sont en tête des listes disent ne pas comprendre pourquoi tel s'est retrouvé à tel rang ou à tel... Non, je suis par exemple, je suis un cas, mais je suis secrétaire de la CGO, je suis pas retenu. Donc, il faut faire très attention. Ceux qui disent, déjà, la première revendication au niveau de Douala deuxième, c'était au niveau donc, de cette répartition équilibrée, qui devait donner la force au parti au niveau de la base de soutenir dans la liste. Parce que c'est une élection de proximité, mais qui donne toujours le parti en avant. Et fait en sorte que c'est la base maintenant qui va s'éclater maintenant pour ramasser même les UP6 pour qu'ils votent par exemple pour nous. Donc, mais il fallait faire attention parce que la base militante était écartée. Donc le comité central a fait ce travail et c'est là où il faut commencer par féliciter. Par contre, à Douala deuxième seulement, mais pas partout. Je ne peux soutenir que ça. Ah, voilà. C'est pour dire, si je donne le cas de Douala deuxième, ça veut dire qu'ailleurs, oui, il y avait ce genre de dysfonctionnement, ça a été corrigé. Non, pas du tout. Je dis, mais attendez, je parle de mon parti. Non, mais j'ai dit donc, non. Je dis donc ce qui a été relevé dans la presse, je vous disais seulement pour... Vous ne saviez pas que ce que je vous dis là, c'était ça. Mais par contre, ce qu'il faut noter, c'est que, et c'est là où vous devez travailler, parce que les listes étant publiées maintenant, il faut faire un travail technique, et c'est là où on vous attend. Quand vous prenez par exemple Douala première, Douala deuxième, vous voyez par exemple que l'Ouest y est la région de l'Ouest est présente, mais la répartition maintenant en termes de ceux qui vont représenter est très faible. Voilà là où il faut arriver. Et c'est vrai que ce petit dysfonctionnement, à Douala 2, il y a par exemple personne du Noun. Il y a 18 000 Bamoun qui vivent à Douala deuxième. Et il n'y a personne du côté du RDPC. Donc ça veut dire que
l'investiture va donner avantage à l'UDC de voter, de ceux-là de voter pour l'UDC. Donc c'est un travail qu'on devra faire. Donc je dis ça pour que vous compreniez qu'il y a un travail à faire. À Douala premier, le RDPC n'a investi qu'un seul gars de l'Ouest, du Nord, et au niveau de législative, qui a donné le résultat au MP la dernière législature, puisque le MP avait coalisé avec l'UDC, afin que Ekini soit donc député. Ni Ekini n'a investi en gars du nous, ni le RDPC n'a investi en gars du nous. Voilà de remarques fortes qu'il faudrait faire. Alors, on y reviendra dans un instant, Edouard Fauchivé. Vous comprenez peut-être tous ces remous. L'actualité au niveau de la politique, le processus électoral, cela vous interpelle quand même. Bien sûr. Je suis un citoyen et puis ceux qui viendront demain continuent à nous faire des nids de poules. Bataille, alors que moi j'aurais bien voulu entendre des partis politiques nous parler déjà des résultats de ce qu'ils ont fait, au lieu de projeter ce qu'ils feront, qui ne ressemble étrangement pas à ce qui est déjà fait sur le terrain. Mais si on revient maintenant aux tractations que nous voyons et aux batailles de positionnement, il reste constant que l'organe qui est chargé des élections n'arrive pas à se départir du pouvoir et du parti dominant, d'ailleurs duquel émane l'essentiel de ses membres, Est-ce que vous avez la preuve matérielle de faire une telle déclaration? Oh non, lorsque vous voyez, nous les écoutons, nous lisons les journaux, nous écoutons la radio, nous venons d'écouter encore Edouard, pour comprendre que lorsque l'organe qui est chargé des élections peut se permettre de recevoir des listes, comme disait Benga tout à l'heure, après les délais, au même moment où on rejette les autres, il y a problème. Il y a problème. Mais moi j'ai une seule crainte, parce que je ne m'intéresse pas beaucoup à la politique. Ma véritable crainte, c'est que de quoi demain sera fait. Est-ce que nous aurons encore les exécutifs communaux qui fonctionnent comme ceux que nous avons jusqu'à présent? Citoyens à Douala, voilà la véritable question. Lorsque nous nous rendons compte que essentiellement c'est ceux qui étaient là qui ont été investis. Moi je vous informe que j'habite à Douala 3e. Moi je n'ai jamais eu l'occasion de voir mon maire dans mon quartier. Je dis je ne l'ai jamais vu après 2 mandatures. Donc je me pose la question, lorsqu'un parti politique investit des personnes qui ont démontré leur incapacité à satisfaire les populations et veulent nous faire croire qu'il faut aimer le parti, je dis non. Edouard dit tout à l'heure, c'est une élection de proximité. Que les hommes politiques ne viennent pas mentir aux populations qu'il s'agit de porter Paul Bialoué là-bas en haut ou de porter je ne sais pas quel autre responsable de parti ou fondi. Que des gens viennent nous dire nous allons travailler avec vous pour faire telle ou telle chose. Voilà la procuration du citoyen lambda que je suis, tout simplement. Alors, cela veut dire, Hervé Boulet, qu'au-delà de ce qu'il peut avoir comme bataille au sein des partis politiques, la question principale pour les électeurs, les potentiels électeurs et pour les populations entières du Cameroun, c'est de voir des réalisations. Ça, c'est une vieille problématique. Sauf que vous allez remarquer que tous les responsables camerounais se comportent exactement comme des étrangers. Ils se comportent comme si ce n'était pas leur pays. Quand moi j'habite dans une commune, par exemple, comme celle de Douala 5, quand vous voyez un maire se lever un matin, il vous dit nous avons un excédent budgétaire de 55 millions. Mais j'ai envie de descendre à la mairie et lui donner des coups de poing. Mais vous avez froid au dos quand vous voyez des responsables comme ceux-là. Pour revenir à quelques petits faits, vous allez comprendre des petits trucs. Vous savez, il est inscrit désormais dans le vocable du processus électoral l'expression primaire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour des personnes comme M. Fauchivé, parce qu'arriver à faire ce genre d'alchimie pour expliquer aux Camerounais l'inexplicable, il faut être vraiment brillant pour le faire. Et moi, j'admire des personnes comme ça, parce que moi, je n'ai pas cette capacité. Voyez-vous, lorsqu'on organise des primaires dans un parti politique, c'est pour éviter exactement ce genre de choses. Exactement ce genre de manipulation des 25 plus 30 plus 24, après 50 devient 1. Non, ça devient compliqué. C'est une preuve que le RDPC n'a jamais été un parti politique. Parce qu'un parti politique laisse sa base s'exprimer. C'est la base qui désigne ses responsables. Et au sommet, on procède à ce qu'on appelle la validation. Je connais des maires, M. Fauchivé le sait ici à Douala, qui avaient déclaré à leur poche qu'ils ne se représenteraient plus.
Mais dès qu'ils ont appris que c'est leurs petits copains qui vont venir les investir, ils sont rentrés dans la course. Ça, on le sait, on se connaît dans ces petits milieux. Quand vous observez le travail qui est fait par un organe comme l'ECAM, vous vous demandez si véritablement dans notre pays, on a envie de mettre de la démocratie. Pour moi, c'est facile. Où on met sur pied une véritable démocratie. Il y a les canons de la démocratie qui accompagnent cette démocratie. On reste dans le parti unique. Voyez-vous, les Chinois, c'est la première puissance commerciale du monde. Et c'est pas là que c'est. Ils ont une forme de démocratie. Là-bas, on sait que quelqu'un vient, il a deux mandats, il s'en va. On n'a pas besoin de beaucoup de partis. Hein. Mais si on décide de faire une démocratie, comme le terme l'indique, faisons la démocratie. Ne faisons pas le charlatanisme. Alors, si on fait le travail, on reviendra. C'est important d'apporter une précision parce que là, nous sommes les Camerounais. Le RDPC a deux manières d'investir. Je suis de ceux, et je dis, nous avions discuté ici, je suis de ceux qui avaient approuvé l'investiture. Mais aujourd'hui, pour vous dire la vérité, je voudrais dire à ceux qui m'avaient écouté que je m'étais trompé. Ah voilà. Il faut dire la vérité sans doute. Nous avions commencé par, à cette mandature où nous sommes en train de finir, nous avions fait l'élection à la base. Même là, elle était tronquée. Cette fois-ci, j'étais de ceux qui ont soutenu avec la dernière énergie, qui est l'investiture à la base, pour que les différentes forces se présentent, pas sur une liste, et que ceux qui avaient la charge maintenant de réceptionner les candidatures puissent maintenant savoir que ce n'est pas parce que Sandrine parle à la télé qu'elle est un bon militant. Donc dès que je suis avec Sandrine, sur la liste, on va me retenir, parce que je suppose que c'était de ça qu'il était question, malheureusement. Il faut le dire. Les gens qui sont venus investir dans le cadre du RDPC ont raté. Je le dis et ils me suivent. C'est bon, donc, je voulais juste dire ça parce que vous alliez, vous faites comme si nous ne savions pas. Donc on peut investir soit par élection de base, soit donc par... Donc je terminais, j'avais la page. Oui, j'étais en train de dire que lorsque vous observez également de l'autre côté dans l'opposition, un parti comme l'OSDF qui vous dit qu'il a fait des primaires, vous vous rendez compte qu'à la publication des listes, vous avez des individus qui n'ont jamais participé aux primaires qui se retrouvent dans des listes. Donc c'était partout. Vous arrivez, vous regardez une liste de 61 personnes. Sur les 61 personnes, il y a 7 autochtones. Mais vous retrouvez 54 halogènes qui occupent les premières places, on envoie les autochtones, on les relève au dernier rang. Je dis, si on me dit qu'il est comme travail, voilà des cas sur lesquels il... Non, il y a des candidats, ce n'est pas l'obligation. Mais lorsqu'on parle de politique, est-ce qu'il faut évoquer les autochtones, les halogènes? C'est inscrit dans la Constitution. Non. Est-ce que les positions des uns et des autres dans la liste ont un impact sur leur élection ou bien leur placement à des postes? Non, lorsque le conseil est élu, je crois que lorsque une liste est élue, par exemple, c'est dans le conseil, on désigne les... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je disais que... Lui, Bengal avait la parole. Juste en 30 secondes. Oui, lorsqu'on désigne une tête de liste, de quelque liste que ce soit, on désigne une tête représentative. Ça, c'est clair. On ne va pas aller ramasser un vendeur de chaussures pour que M. Fougivet soit 50e à la liste. Ça ne va pas passer. Vous l'allez lui expliquer ça en toutes les langues, ça ne passe pas. On désigne une tête de liste qui peut... C'est quelqu'un qui a une valeur, qui peut porter le groupe. On ne ramasse pas les vendeurs de romans pour en faire des têtes de liste. Oui, je dirais par exemple, il a parlé de la représentation sociologique. En réalité, c'est de ça qu'on parle, mais pas de positionnement sur la liste. Mais il a raison quand il relève que les partis politiques devraient tenir compte du fait que dans une localité donnée, dans une circonscription électorale, quand même, ce qu'on appelle autochtone, ce n'est pas pour rien que le parti de M. Fougivet a insisté pour qu'on mette ça dans la Constitution. On doit être tenu en compte. Absolument. Par exemple, la presse a relayé le cas du SDF. Donc, une liste a été rejetée dans le maillot Bagno pour la composante JAR. Parce qu'il n'y avait pas de femmes, l'ADD aussi. Également. Voilà, rejeté. Donc, et les CAM. Et là, je comprends, un des spécialistes avait dit à RC sur votre plateau que les 15 jours pour épulcher 1 million quelques de dossiers, ça n'allait pas être possible. Est-ce qu'ils sont compétents ou incompétents? Je n'en sais rien. Mais vous pouvez peut-être comprendre, peut-être avant qu'Hervé Boulet ne revienne là-dessus, qu'on l'a vu avec le MRC dans la circonscription électorale de Vouré-Ouest.
dans le département du Vouri où la liste a été validée et invalidée à la fois. C'est dit que cette liste fait partie des recalés à l'élection Cameroun et la même liste se retrouve parmi les candidatures qui ont été acceptées. Oui, tout à fait. C'est ça, justement, cet imbroglio dans le traitement. D'abord, les délais, et ce n'est pas pour les dédouaner, hein, ils sont à la solde du pouvoir, on le sait, mais les délais impartis par la loi pour que cet organisme-là table vraiment sur les dossiers, c'est un délai très très court. Par rapport à ce qu'il disait, je voulais ajouter juste quelque chose. Voyez-vous, quand on parle d'expertise, ça veut dire qu'on a les qualités, on a la capacité. On ne peut pas prendre une liste à Yagoua et on vient la donner à un gars Betty à Yaoundé de l'étudier, c'est compliqué. Dans le cas de la décentralisation, on aurait bien pu au niveau de l'ECAM traiter les listes. C'est pour ça qu'on a mis des antennes. Parce qu'avec l'antenne qui est proche, une revendication peut rapidement être apportée et les gars qui sont nommés doivent être pratiquement des ressortissants. On se connaît. Quand on se connaît, on peut décentraliser facilement. C'est comme si moi je m'appelle Eboula, je suis banane. Vous m'envoyez aller battre campagne dans l'Académie, ça ne va pas. Il faut m'envoyer aller battre campagne où, si les gens ne comprennent pas ce que je dis en français, que je leur transmette dans ma langue maternelle. Je voudrais terminer par là justement. Comment se fait-il, par exemple, que le président de la section, de la section de Mbéré Ouest est sorti de la liste. La présidente de la sous-section de la section OFR est sorti de la liste. Le président de la section OJR est sorti de la liste. Donc, comme il disait tout à l'heure, il expliquait bien le cas de Douala deuxième. Mais ce n'est pas la même chose qui s'est passée partout ailleurs. Et maintenant, non, je dirais ceci. Par exemple, quand l'ECAM, est-ce que c'est comme ça que la liste a été envoyée à l'ECAM? On ne sait pas. Donc, les militants, et là vous avez raison, et c'est ce que la presse a ressorti. C'est-à-dire que cette manque de dimensionnement de démocratie qui caractérise l'ensemble du paysage politique, de tous les partis politiques, opposition comme pouvoir en place compris, il n'y a pas de démocratie. Deuxièmement, cette implication où les composants sociologiques et les vrais militants ne sont pas intégrés, et l'aspect genre, c'est vrai qu'on a remarqué que les femmes ne militent pas trop, mais les élections de proximité ne nécessitent pas obligatoirement que les gens aient des cartes de militants. Il suffit seulement que la citoyenne accepte que, bon, on m'a sollicité parce que tel parti pense que je peux lui être utile, elle accepte. Vous le dites comme si le militantisme dans un parti démarre à quelques heures d'une élection. Voilà, non, c'est pas ça. C'est ça que je dis que, donc, ça veut dire que si le jeu était clair, les partis politiques devraient avoir la possibilité d'appâter des gens. Ce n'est pas de parachutage. Ça devient parachutage parce que précisément l'organisation de nos partis politiques, que ce soit la formation, leur organisation, leur déploiement, n'intègre pas les problèmes que vivent les populations. Moi, je pense qu'en matière de composition sociologique des listes, le débat est faussé dès le départ. Et peut-être que je ne comprends pas que les autres panélistes refusent de voir ça en face. Il se trouve justement que dans le développement tribal qui caractérise la gestion de notre pays, le seul fait même de militer dans un parti autre, quelquefois peut vous créer toutes les merdes du monde. C'est-à-dire on a développé dans des zones le fait que si vous militez dans tel parti politique, vous devenez tout de suite un ennemi dans votre zone. Conséquemment, bien que les gens ne soient pas contents d'aller dans le parti majoritaire qui les enrôle, ces gens ont peur d'aller s'exprimer ailleurs. Et le lendemain, on demande à ce même parti, à qui on interdit aux populations d'entrer, d'en tenir compte de les prendre dans ces listes. Il y a là un problème de fond qui se pose. Je regardais, j'ai eu la chance d'être dans cette ville dans les années 90, je crois, il y avait 90, où il y a eu une élection, où une élection municipale, justement, 96, où une élection municipale a permis qu'on ait, je crois, un maire de l'Ouest à Bonabéry, un autre a été en train de forcer à Douala 3e, parce qu'il y avait un maire de l'Ouest à Douala 2e, et tout cela a créé un bombe. Il a fallu même tout un ministre de la République ou des ministres de la République pour descendre faire des marches
dans la ville de Douala. Et pour vous, cette façon de penser constitue un Constitue risque à la démocratie. voilà, c'est un handicap déjà. Tout à fait. Mais lorsque le parti majoritaire a repris les choses, je dis que les mêmes mairies sont restées aux personnes dites halogènes sans que cela crée problème. Vous comprenez? Ça veut dire que on combattait ces halogènes parce qu'ils étaient dans les partis d'opposition, mais lorsque les choses sont susceptibles de faire gagner. Là où le parti au pouvoir allait perdre. mais dès que on a convaincu la population que c'était un mauvais choix et qu'elles ont donné leur voix au parti au pouvoir, on a maintenu le même statu quo où à Douala, on trouve un autochtone à Douala 1er, mais un halogène à Douala 2, un halogène à Douala 3, un halogène à Douala 4, un halogène à Douala 5. Et puis il y a quelqu'un là-bas dans les îles où, bon, les halogènes peuvent faire beaucoup aller là-bas, peut-être ne pêchent pas. Donc il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cela. Est-ce qu'il est possible qu'on demande en même temps aux gens de ne pas aller vers les partis politiques parce qu'ils sont des criminels, entre guillemets, et que plus tard on demande aux partis politiques, ok, ramasser ce qui reste, tenir compte de cela. Ma préoccupation est là, elle est, comme je disais, une préoccupation de quelqu'un qui regarde avec les yeux qui peuvent voir un tout petit peu. Oui, vous avez raison, mais il faut faire très attention. Là, vous entrez dans les sciences politiques pures. La répartition dans les élections de proximité, on parle d'abord du concept sociologique, c'est-à-dire ceux qui habitent le point, on essaye de définir. C'est parce que si vous voyez la carte sociopolitique du Vouli, vous allez constater que les grands Sawa sont logés dans le grand. C'est très important, hein, parce que l'élection de proximité tient compte de ça. C'est pour ça donc que dans nous, au niveau du RDPC, on a dit de tenir compte de la petite représentativité par rapport à ce que tu disais. Je suis d'accord avec Hervé là-dessus. Mais pour le choix maintenant, et il a dit il faut quelqu'un qui porte l'aura au niveau de la base. Vous prendrez par exemple un gars de l'Ouest pour Douala premier, vous n'aurez pas le vote. Vous ferez donc ça je vous le dis. Donc prenez maintenant les 10, vous allez voir que ça soit au niveau législatif ou municipal, c'est soit le savoir. Donc c'est porteur d'espoir au niveau de la base. Alors, Edouard Fouchivé, juste une question pour vous. Au regard des remous, des autres pétitions, des mouvements de protestation qu'il y a eu ici et là, et même après la publication des listes, vous êtes d'accord avec le quotidien Le Messager qui estime que Paul Biya était sous aux revendications de la base? Non, pas que. Non, c'était trop fort. La revendication, oui. Les gens ont marché jusque dans les services du gouverneur à l'Est. Non, attendez. Elle parle de. C'est-à-dire notre président n'a pas suivi les cris de la base. Tout à fait. C'est de ça qu'elle Mais parle. pas qu'il est sourd. Quand même, je dis c'est trop fort. Parce que je pense que les revendications motivées ont été corrigées au niveau du premier degré qui constitue la base du parti. Et la partie seconde revendication sera corrigée dans les 5 jours. Il faut tenir compte de ça. Cela veut dire cas d'école. Vous qui n'avez pas été retenu, par exemple, dans la liste... non, pas particulièrement moi. Je vais vous dire la vérité. J'en viens, je vais terminer ma question, si vous le permettez. Vous, par exemple, qui n'avez pas été retenu dans la liste du RDPC la deuxième, vous pensez que dans les 5 jours qui vont suivre, vous allez vous retrouver de manière plus ou moins miraculeuse dans cette liste? Les responsabilités sociales ne permettent plus de... Donc un autre candidat, Par contre, dans l'ordre du possible. Par contre, il faudrait aujourd'hui, si on veut corriger, apporter rapidement cette petite correction pour que les Bamous soient représentés au niveau de Douala. De ça, on ne peut pas ne pas le dire, je le dis, que ça soit une autre personne, mais cette représentativité se doit d'être. Mais je disais donc que non, la revendication qui consistait, nos camarades qui ont commencé à marcher, j'ai compris, c'est parce que Sandrine, vous savez, Hervé a voulu dire quelque chose tout à l'heure, mais il n'est pas allé en profondeur. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, pour une élection de proximité, vous vivez dans une base, vous savez parfaitement que Hervé n'est pas avec vous, vous le voyez investir au moment où vous avez déployé de l'énergie. Ceux-là, tous ceux qui ont marché, c'est les vrais militants. Ça, là, de ce côté, si on avait un test de militantisme, tous ceux qui ont bougé pendant la période des investitures considérés comme des vrais militants. Donc, maintenant, je voulais chuter pour dédouaner. Ça, je ne peux pas laisser. Je veux dédouaner les camps dans la partie. Ah non, c'est pas possible. Laissez-moi le dire. Mais il faut dédouaner les camps au niveau du principe des équilibres.
les femmes ne militent pas dans le Grand Nord. Si vous restez dans la proportion 10-15%, vous ne les aurez pas. Et je m'attendais à ce que c'est l'homme d'église qui puisse, l'homme de Dieu, la femme, qui puisse... Donc, les femmes n'auraient pas dû rejeter les lignes. Je dis donc ceci. Moi, personnellement, s'ils ont rejeté pour le nombre d'études de femmes, ils n'ont pas tenu compte de cet aspect social. Parce que c'est même difficile, Sandrine, dans le cadre des musulmans. Si 61 personnes trouvaient une seule femme. Non, je n'ai pas. Non, attendez. Peut-être vous êtes entré, vous n'avez pas vu le Nord. Peut-être vous êtes entré, vous pouvez arriver dans un village où on vous dit que toutes les femmes marchent avec des histoires de voile. Mais il faut vivre ça. Oui, je sais. Donc je dis qu'il faut tenir compte de cet environnement et d'éloigner. Quand maintenant, au niveau de la répartition équilibrée, si vous ne tenez pas compte aujourd'hui, et là je suis d'accord avec ce que Hervé a dit, on ne peut pas prendre aujourd'hui les minorités, les enfoncer au niveau de la base. Son inquiétude était quoi? Parce qu'il faut dire à votre téléspectateur pourquoi Hervé l'a dit. C'est que, en principe, on ne gagne pas une élection municipale à Douala à 100%. C'est ça qu'il voulait dire. Il voulait donc faire comprendre que, en prenant par exemple cette minorité à protéger d'après la Constitution et d'après d'ailleurs la lettre circulaire de notre camarade président national, il était question de les mettre à un niveau où, quel que soit le résultat, on les portera avec. Et ça, c'est important. Vous ne pouvez pas venir chez moi prendre possession de ma maison. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, et là, c'est là où les partis politiques, là, je suis d'accord avec Hervé, ce n'est même pas illégal. Et c'est pour ça que je dis, vous m'avez suivi tout à l'heure, ceux qui sont venus investir ne connaissaient absolument rien de ce que nous sommes. Et donc, je peux comprendre pourquoi il y a une grande différence entre les listes qui ont été envoyées au comité central du RDPC, celles qui ont été publiées par Eléka. Par exemple, si vous prenez maintenant Douala Désir, vous allez voir que tout est malise et quatrième. Elle est la partie minorité de Douala Désir parce qu'elle représente les Douala du côté ancien aéroport. Elle était 32e. Donc elle est quatrième. Donc avec ça, ce n'est pas pour ça. Ça veut dire que nous avons notre comité central travailler dans l'optique des équilibres. Il fallait le faire partout. Et là, c'est pour dire que nous sommes tout à fait d'accord que cette minorité doit être représentée, il faut le dire. Alors, cela, de votre point de vue, Dominique, vous me direz qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est que Hervé et Edouard disent quelque chose et son contraire. S'il faut investir des candidats porteurs qui peuvent tirer l'électorat, on peut également se poser la question là-dessus. Si madame dont il vient de donner le nom couvre la zone de l'aéroport et qui compte 10 000 électeurs, ça peut se comprendre. Si dans la stratégie d'exclusion ou bien comment on appelle encore ça, le mot justement manque, cette stratégie qui consiste à diaboliser ceux qui vont dans d'autres partis autres que le parti au pouvoir. Laissez-moi terminer. Non, je voudrais dire, lorsque cette stratégie de diabolisation a poussé, non, laissez-moi terminer s'il vous plaît, a poussé les personnes qui peuvent porter, soit à ne pas intégrer les partis politiques ou à se mettre l'écart, et qu'on va maintenant, juste pour les besoins de composantes sociologiques, trouver quelques personnes qui acceptent de faire parfois les faire valoir dans ces partis, il y a des questions. Maintenant, est-ce que vous pouvez prendre un faire-valoir qui n'est pas capable de vous apporter 500 électeurs pour le placer en pole position alors que vous n'aurez pas? Donc, maintenant, ce dosage-là, cet équilibrage, il nécessite beaucoup plus de réflexion, à mon avis, parce que il faut tenir compte de l'apport de chacun. Mais c'est ça le travail des partis politiques. Et à ce titre, disais-je, ok, que la composition sociologique soit faite, que ceux qui viennent dans les listes apportent des voix pour concourir à l'émergence et au vote des listes qui sont... Mais c'est ça l'élection de proximité. Et donc, Fauchibon va permettre à Eléka de dire quelque chose. Moi, ce que je voulais dire, j'ai l'impression que mon voisin ne nous comprend pas. Vous n'êtes pas parti peut-être de votre Bafar natal. D'accord? Ouais. Vous atterrissez chez moi à Yingi. Vous entrez dans ma maison, vous prenez la chaise, vous achetez que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Ça passe, ça ne marche pas. Ça, c'est de un. C'est pour ça que les intelligences de ce pays, parfois, ont des éclairs d'intelligence. On dit qu'il est important de protéger les minorités. Sinon, elles vont être écrasées par ceux qui pensent être les majorités. Voilà un ami qui est là, M. Bengan. Il va postuler à pouvoir. Pourquoi?
Parce que vous êtes certainement de Pouma, et vous savez que vous êtes chez vous, vous avez le plus grand nombre de chances de gagner en étant chez vous. Nous ne disons pas que les autres ne représentent rien, on dit simplement que en allant chez les autres, tenez compte du fait qu'ils existent. Non, ce qui est valable à Pouma n'est pas valable. C'est valable partout. Non, je ne connais aucune société dans le monde. D'abord, pour aller en France, il te faut le visa. C'est une preuve qu'on doit d'abord t'accepter pour que tu entres dans leur pays. Ça, il faut le comprendre comme ça. Je dis, nous sommes dans une situation dans laquelle il est important que les uns sachent que ici c'est le village des autres et en prenant des décisions savoir qu'ils existent. Il ne faut pas mettre en avant le poids, oh parce que machin. En tout cas, personne n'a appelé personne chez lui. Donc quand vous arrivez chez des gens, respectez-les. Si vous ne les respectez pas, vous savez ce qui va se passer. Il y aura un esprit de xénophobie qui va commencer à naître. Après, il y aura une espèce de rejet des uns et des autres. Et après, comme ça s'est passé au Rwanda, vous entendrez que, oh, tel a fait ceci, une première machette est sortie. C'est tout pas ça, non, on est de deux côtés. Monsieur Fauchibe, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Parce que vous ne pouvez pas prendre, non, je conclue, vous ne pouvez pas prendre, par exemple, vous voyez un individu comme Josi, le vice-président du SDF. Joshua. On estime qu'il c'est un jeune, qui comprend un certain nombre de choses. Mais il arrive à faire passer des listes où il fait passer 54 originaires d'une même région au premier poste et les 7 autochtones, il les balance à la dernière place. M. Fauchibe le disait tout à l'heure, nous sommes en politique. Il y a des techniques. Par palier, on peut insérer un ou deux autochtones. Bon, je continue. Je termine en une phrase. Ce même vice-président qui vient d'être battu dans son diable natal, pense qu'il peut venir gagner à moi, je dis, il faut quand même qu'on soit souvent conséquent. On ne va pas tenter ici de comprendre les stratégies des partis internes, surtout que le SDF n'est pas représenté sur ce plateau. Alors lui, Noé Benga, on ne peut quand même pas sortir de cette émission sans évoquer l'Union des populations du Cameroun. Vous êtes militant de ce parti politique, et bien on remarque que, sauf si je me trompe, que presque toutes les listes présentées par l'UPC ont été acceptées par l'élection Cameroun, eh bien, l'UPC va à ces élections dans quel climat? Bon, dans un climat d'apaisement, mais dans un climat de manque d'idéologie politique, il faut dire les choses comme elles sont. On ne peut pas tromper la population. L'UPC n'a jamais menti. Premièrement, nous avons une bonne frange de nos camarades qui estiment que le MINAT est leur président de conseil d'administration. Donc, au lieu de mobiliser les militants, à faire adhérer la population au plan du parti, et ainsi de suite, et animer l'organisation du parti, non, c'est recroquevillé derrière le MINAT sous une prétendue alliance qu'on aurait signée il y a 1000 ans, parce que le parti de M. Fauchibe fonctionne comme ça. Mais bon, le parti de M. Fauchibe peut vouloir s'allier à qui elle veut. Non, c'est ça qui a apporté des frustrations au sein de l'UPC, on ne peut pas le nier. C'est ça précisément qui aboutit également au fait que dans certaines localités, certains militants ont préféré ne pas être investis. Donc l'UPC aurait eu les 10 par exemple ici à Douala, dans au moins 5 communes, mais il y en a qui ont dit non. Cette attitude de certains dirigeants de prendre M. René Sadi comme président du conseil d'administration ne leur convient pas. Bon, et d'autres, par contre, ils ont dit, non, nous avons pour le moment dit que nous devons faire la bataille électorale. Bon, ici, ils sont allés pour encadrer les militants de leur localité. Voilà un peu ce qui anime l'UPC aujourd'hui. Et donc, on espère qu'on va vous retrouver après les élections pour savoir comment va cheminer l'Union des populations du Cameroun juste après le scrutin. Tout à fait. Eh bien, messieurs, on a terminé l'émission. Il me semble que vous avez parlé tout au long de cette émission. Malheureusement, les choses ou les bonnes choses sont fin. Et donc, je ne peux pas laisser. Nous sommes au terme de cette émission. Peut-être une autre occasion, monsieur. C'est que vous une autre occasion. Vous vous permettez donc de conclure cette émission. Je vous dis infiniment merci à vous, messieurs, d'avoir accepté cette invitation. Merci également à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé droit de réponse de ce dimanche. Et comme nous vous le disons très souvent, nous espérons que vous avez usé et utilisé de votre droit de réponse ce dimanche. Bon dimanche à tous et à toutes. Nous souhaitons de passer une très bonne semaine. À très bientôt. Au revoir.